Et pour aborder ce sujet très important, comme je viens de dire, un événement attendu par tout le monde avec l'Égypte qui attend quand même des responsables ou de hauts responsables qui viennent de partout dans le monde, des artistes, des footballeurs, des sportifs en général qui viennent de partout dans le monde. Alors, et ça sera, je vous rappelle, le 1er novembre, c'est-à-dire samedi prochain. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir via Zoom Monsieur Hazem Hachem. Vous êtes égyptologue et expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler tout d'abord des préparatifs du gouvernement pour cet événement historique? Bonjour. Il y a, comme vous savez, c'est un événement, et comme vous venez de le dire, qu'on l'attend depuis un moment. Et un mal pour un bien, vous savez que c'était censé être inauguré depuis quelque temps, et puis à cause de certains événements ou quelques préparations qui n'étaient pas faites, Corona, et puis situation, etc. Donc, ce qui fait que finalement, elle a donné plus de ce genre de mystère, suspense un peu autour, et c'est ce qui a donné déjà d'une manière naturelle, loin de l'effort de l'État, cette grande question toujours autour, quand est-ce qu'il va s'ouvrir finalement, quand est-ce qu'il va s'ouvrir finalement. Donc ça, c'est déjà d'une manière, on va dire, naturelle, et a fait que tout le monde attend la vraie inauguration qui va enfin se faire samedi prochain, comme vous venez de le dire. Plus, bien sûr, pendant cette époque, on a parlé, ou cette période, on a parlé beaucoup de grands musées. Il était déjà ouvert d'une manière, pas complètement, parce que vous savez qu'il y aura maintenant l'intégralité de trésors de Toutankhamon. C'est déjà une pub, cette partie à elle toute seule, parce que tout le monde veut voir Toutankhamon dans son dans ce nouveau musée, dans sa nouvelle maison en tout cas, qui est préparée pour la première fois vraiment pour ce grand trésor. Et pour la première fois, on dit au monde entier que ce sera l'intégralité de trésor de Toutankhamon, ça va être affiché par le public. Donc, beaucoup de choses ont fait que le monde entier l'attend aujourd'hui, l'inauguration, plus bien évidemment dernièrement cette situation politique et cette partie de paix faite depuis toujours en Égypte et dernièrement à Sharm el-Sheikh pour calmer la situation à Gaza a donné encore un peu plus de... les gens, ils ont focalisé encore plus sur l'Égypte et que c'est la terre de la paix. C'est ce qu'on essaye de passer comme message depuis toujours, depuis l'Égypte. Et juste après, on parle de l'inauguration de grands musées avec l'invitation de grands chefs d'État autour du monde entier qui vont être là. Donc forcément, les caméras de médias du monde entier, et ils vont être là aussi. C'est vrai. Alors là, pouvez-vous nous parler de ce projet du Grand Musée, son histoire et surtout les étapes de sa mise en œuvre? Ok, vous savez que le projet, actuellement, il a, on va dire, il dépasse les 20 ans. La première appel d'offres, elle était mise en 2003. Le projet il est un peu plus ancien. L'idée, elle était, si je ne me trompe pas, début 2000, fin 90, quand on a dit qu'on va faire un grand musée en Égypte, le plus grand du monde, etc. Et puis au début, c'était, limite, on n'était pas trop crédible quand on a parlé de ça. Puis, à partir du moment où on a fait comme un appel d'offres pour les bureaux d'architecture internationaux, jusqu'à cette partie de ce grand bureau islandais qui a pris l'affaire en main. Et puis, depuis 2003, comme on vient de parler, il s'est passé beaucoup de choses qu'elle a ralenti vraiment le projet, que ce soit pour la situation de l'Égypte ou du monde, ou l'économie en général chez nous.
Donc il a pris vraiment son temps et des étapes derrière une étape. Et moi, je vois toujours le positif, ma manière de penser, parce que finalement, aujourd'hui, on est beaucoup plus prêt pour ce projet. Finalement, si vous regardez le plateau de Giza, à l'époque, quand on a dit en 2003, il n'était pas du tout préparé, parce que comme on sait qu'il va faire une partie de complexe de Giza, donc il n'y avait pas l'aéroport qui va servir pour les voyages rapides jusqu'à le musée. S'il y a un voyage d'un jour ou deux, le complexe de plateau de Giza avec les pyramides, c'était pas encore préparé que pour la circulation qui soit fluide, que c'était souvent l'embouteillage, etc. Tous les projets qui sont actuellement en train de se terminer, limite, la majorité est finie. Le pont qui va lier entre le musée et le plateau de Giza et vice-versa, les moyens de transport qui amènent les gens de toute l'Égypte et surtout du Caire jusqu'à le plateau de Giza. Donc finalement, les étapes, parfois c'était pas, on ne peut pas dire que c'était vraiment voulu, que ça prend autant de temps, mais finalement tout était pour le mieux. Et vaut mieux maintenant qu'avant, parce qu'avant on a eu du retard et le boom qui va se faire pour l'inauguration, on va en profiter dans le tourisme. Surtout que là, on est en novembre, donc ça veut dire presque le début, bon ben, un mois après le début pratiquement de la saison, comme vous savez, la saison classique pour tout ce qui est culturel, il commence à partir de mi-septembre à peu près, ou fin septembre, jusqu'à fin avril, début mai. Donc, tout le monde va venir et comme vous savez, il y a déjà beaucoup d'agences qui ont déjà commencé à changer leur programme pour mettre le grand musée dans l'itinéraire des vacanciers qui vont commencer à venir à partir de là. Oui. Bon, bah, il y a un peu moins de chance parce que là, ça va être fermé jusqu'à le 4 novembre. Le 4 novembre, il va s'ouvrir de nouveau, mais totalement. Donc, beaucoup des étapes, et ici, on va parler de projets même comme bâtiment, même ça, c'était assez complexe parce que l'Égypte, elle visait quelque chose de complètement différent des autres musées, ou autrement dit, il voulait commencer par là où s'arrêtait tout musée dans le monde et encore dépasser. C'est ce qui était réalisé, c'est pour ça que c'est une grande fierté pour nous. Point de vue que c'est le plus grand musée qui abrite une seule civilisation dans le monde entier, point de vue que, bon, je pense que même on n'a pas encore mis en valeur, bien sûr, dans les monuments, il y a plus de 100 000 pièces, plus l'intégralité de Toutankhamon, tout ça, c'est très joli à voir, la façon de exposer les monuments, c'est tout à fait moderne et c'est plus adapté à ces nouvelles générations du musée et de public, mais aussi le bâtiment même, on n'a pas encore mis en valeur tout ce qui a été mis en œuvre pour qu'il soit vraiment la fierté de l'Égypte. Même point de vue environnement, il y a beaucoup qui ne savent pas que l'architecture a étudié de préserver l'énergie d'une manière que l'air qui rentre, il sera plutôt l'air de désert et comment on peut le protéger pour qu'il soit aéré, pour pas qu'on compte totalement sur les autres manières de climatisation et que ça soit beaucoup moins que d'autres musées. Les puits de lumière qui sont là pour éclairer sans avoir besoin d'un éclairage intense dans toutes les parties du musée, surtout les grandes galeries, quand on passe et tout ça, c'est plus sur le côté naturel que sur l'électricité habituelle. Il y a beaucoup de parties qui vont être nourries en électricité, si je peux me permettre de dire ça, par l'énergie solaire pour compenser un peu. Et donc ça va avec ce que le monde entier doit faire aujourd'hui par rapport à l'énergie renouvelable et la protection de la planète, etc. Ça, c'est un très bon côté pour notre musée qui n'existait pas dans beaucoup de musées. Oui.
Monsieur Hazem Hachem, je rappelle que vous êtes expert en tourisme, mais surtout égyptologue. Avant de vous poser la question, alors, je me mets à la place d'un étranger et qui tombe d'un coup dans un autre monde, c'est-à-dire sur le plateau de Gizeh, qui comprend les 3 pyramides, et même plus, le Sphinx, etc. Et le musée, le grand musée du Caire, avec tout ce qu'elle comprend comme monument. Là, ma question, Monsieur Hazem Hachem, je répète et je rappelle que vous êtes guide égyptologue aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous prendre pour un tour ou une visite à l'intérieur de ce grand musée? Qu'est-ce qu'on pourra visiter? Qu'est-ce qu'on pourra voir? Qu'est-ce que nos yeux pourraient toucher dans ce grand musée? Bon, ben, c'est avec grand plaisir, parce que, comme je l'ai dit, comme c'est la fierté de l'Égypte, alors encore plus pour un guide égyptologue, quand il passe dans ces endroits. Bon, les pyramides, moi je ne vais pas commencer par les pyramides et non plus tout le musée, parce que là, vous savez bien, je sais que vous êtes très cultivé dans ce point, on a déjà discuté, et vous savez qu'on a besoin des heures et des heures. Mais pour essayer de vous amener, moi je vais commencer par le grand musée. Si moi j'ai le pouvoir de commencer la visite, ben là, puisque c'est le sujet, on va commencer par le grand musée, notamment qui va nous amener même de l'intérieur vers le plateau de Gizeh. Donc quand on passe depuis la porte du grand musée, on voit tout de suite le changement après le parking. Les vacanciers ils descendent, et puis les portails électroniques et bon, la partie sécurité, on va vers le guichet, et à partir de là, on commence à voir nos tickets qui sont, avec les nouvelles façons d'Égypte entière maintenant, codés pour faire passer les autres portails d'une manière automatique. Et au guichet, le vacancier sera demandé: est-ce que vous avez besoin d'un guide ou pas, parce qu'il y a aussi ce service dans le grand musée, et ça c'est une très bonne chose, des guides à hauteur qui sont locaux, je veux dire des guides locaux parce qu'ils sont spécialisés pour le grand musée, mais pour l'instant il n'y a que 2 langues, que ce soit arabophone ou anglophone. Bon, les autres en général, ils viennent avec l'agence, avec leur guide, comme moi ou les collègues, qui vont passer la visite. Et la visite, une fois qu'on a passé la première partie, pour s'ouvrir le portail et on a nos tickets, à partir de là, ça commence déjà la visite. On a une obélisque de Ramsès II qui, c'est pour la première fois de l'histoire, elle est exposée d'une manière limite suspendue, qu'on peut passer et voir en dessous. Et la question qu'on se demande toujours, parce que personne n'a vu l'obélisque sur le socle toujours. Tout le monde a vu, pardon, sur le socle, mais personne n'a vu entre les deux. Et là, pour la première fois, on voit entre les deux, et on voit qu'elle est même entre les deux dans la partie que, même à l'époque, ils ne savent pas, ils savent très bien que personne ne va la voir. Elle était déjà tamponnée avec les cartouches de Ramsès et son nom. C'est la grande question, cette performance. Et à partir de là, moi, je conduis mes vacanciers à dire qu'ils ont mis la barre très haute à l'époque. C'est pour ça que ce musée, il nous a donné ce défi. À partir de là, vous voyez comment la perfection des obélisques en granit, et on peut discuter de tout ça en détail, que ce soit par la suite ou sur place, ça dépend du temps qu'on a, et comment c'était fait, comment elle était détachée de carrières de granit. Et c'est cette perfection que jusqu'à nos jours, on ne peut pas savoir tous les secrets de cette partie, comment ils ont taillé, comment ils ont fait le polissage, comment à 100%, on a des détails, mais pas suffisants pour voir cette performance. Et ce qui a donné aux Égyptiens ce défi de faire un musée qui vous attend avec autant de performance, mais de nos jours. Donc, on va être entre ces deux, la performance d'aujourd'hui et la performance d'hier, en défi en permanence. Une fois qu'on a parti, où on a commencé à avancer vers le grand musée, on voit la partie extérieure, superbe, qui est décorée en petite pyramide qui brille un peu avec le côté doré. Et vous savez, le côté doré qui est entre-temps dans les cartouches, c'est la couleur royale en quelque sorte, qui signifie la richesse et les rayons de soleil, etc. Et on voit les cartouches et on peut lire quelques cartouches pour les pharaons les plus célèbres de l'Égypte, notamment sur le plateau de Gizeh.
Chaos, Kefren, Menkerinos, ou comme on les appelle aujourd'hui comme ça, et on essaye de corriger un peu le phonétique de ces mots. Et puis à partir de là, on va dire qu'on va passer par la suite. Attendez à voir qui vous accueille à l'entrée. Et à partir du moment qu'on passe juste dans cette partie limite un peu tunnel pour passer waouh d'un coup aux grandes galeries et Ramsès II avec cette statue célèbre, colosse plutôt, pardon, c'est la colosse de Ramsès II qui a connu beaucoup de choses de l'Égypte moderne aussi, parce qu'elle était à la place Ramsès, après elle était déplacée, après jusqu'à qu'elle elle a attendu pendant des années depuis ce projet pour accueillir le monde entier. Avant l'entrée, je le montre dans les cartouches, une partie vide que les gens souvent ils disent à l'entrée, c'est cassé, c'est une fenêtre. Et on voit après sur la tête de Ramsès que normalement on doit faire un lien avec les célèbres jours de l'Arrière du Soleil dans le temple d'Abu Simbel. Alors en parallèle à Abu Simbel, il y aura, on vient de fêter ça il y a juste un jour ou deux, là je ne sais plus, oui, on est le 25, il y a quelques jours juste, il y avait la grande fête, l'UNESCO et tout ça à Abu Simbel, mais parallèle, il y avait les rayons de soleil sur la colosse de Ramsès au musée du Caire. Et à partir de là, on commence à parler de la statue et les couronnes et les protocoles de roi et tout ce qui est gravé au-dessus. Et ils commencent à réagir, qui sont dans un autre musée. Et on commence à parler de ce que je viens de vous dire. Comment le musée il était étudié pour préserver l'énergie, nous mettre cette, tout en valeur, surtout dans les grandes galeries. Et on commence à partir de là d'avancer petit à petit. Ben, à notre gauche, dès que vous rentrez, la colosse à notre droite, et ça commence déjà avec des statues sur les marches du musée, et puis on commence à prendre la grande avenue, la grande montée, la chaussée montante, je les appelle comme ils ont appelé les anciens Égyptiens par rapport au Giza et l'embarcadère. Cette chaussée montante, tout était organisé d'une idée de montrer ce côté des rois jusqu'à l'au-delà. Mais ils ne le savent pas encore. Donc, j'essaie de donner quelques parties comme des énigmes. À votre avis, qui nous attend après? C'est les rois. Et pour nous amener à leur chemin éternel. Et on va suivre ensemble comment ils nous amènent vers cette partie éternelle. Ça, c'est juste la montée avec les escaliers qui nous amènent jusqu'au début du musée. Et petit à petit, quand on monte, on voit ce côté royal, et donc les statues des rois, parmi, par exemple, les plus célèbres, on voit des Thotmoses, on voit Hatshepsut, on voit Akhenaton, on voit des rois qui ont marqué l'histoire par leur différence ou par cette partie forte de leur règne. Et petit à petit, on commence à changer pour dire qu'est-ce qu'il fait le roi. Alors le roi, il est là, il nous montre, et c'est quoi son objectif? Son objectif, c'était quelqu'un toujours de très pieux par rapport à la religion, et donc il va avoir quelques parties de temple et des naous, ça veut dire les chapelles principales où il est en train de diviniser une divinité quelconque, que ce soit Amon ou d'autres. Et qu'est-ce que ça représente? La religion dans le cœur et la tête et la vie quotidienne chez les Égyptiens pour les amener quelque part. Donc on voit après quelques parties du temple, quelques parties qui parlent de divinité en général, et après on voit le lien du roi avec ses divinités, comme certaines triades où Ramsès se représente comme fils de Dieu carrément dedans, et petit à petit on commence à voir le déplacement vers un autre monde, le côté funéraire qui va commencer par les cercueils et les sarcophages. Et petit à petit, on commence à montrer qu'est-ce qu'il attend de ce trajet de l'autre côté. Alors, on voit finalement, dans la dernière partie de l'axe, cette vue superbe sur la merveille du monde et le plateau de Giza avec
Khéops, bien sûr, en face. Et là, on les fait comprendre que tout ça les amène vers le voyage de l'au-delà. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour le voyage de l'au-delà? Et bien évidemment, dans toute l'histoire de l'Égypte, il n'y a pas mieux que la merveille du monde. Quand tombe, ils n'imaginent toujours pas, les visiteurs, que l'Égyptien, il était tellement dans sa mythologie ou dans cette partie de croyance, à tel point qu'il peut faire et autant une pyramide. Mais aussi, je pense toujours, il faut parler d'une pyramide au-delà qu'une conception et la merveille du monde. Une pyramide pour l'Égyptien, tout était en pyramide. Ça veut dire hiérarchie parfaite. Sommet, ça représente le roi. L'intermédiaire entre la partie céleste, où il espère partir de l'autre côté vers l'au-delà et paradis. Et puis, la structure d'une pyramide, elle est faite d'une manière très précise. La partie de base d'une pyramide sociale, à l'époque, c'est le peuple et la croyance, et comment ça peut être très attaché à ça, et ça donne ce côté solide après à la société égyptienne. Après, on monte petit à petit dans la société jusqu'à qu'on arrive où les talentueux, les personnes très reconnues, telles que les nobles, les architectes, les grands prêtres, les grands généraux, jusqu'à qu'ils ferment cette pyramide avec celui qui chapeaute tout ça, c'est le roi. Et le roi, on a intérêt tous qui passent de l'autre côté d'une manière très reconnue et simple, parce que le roi, à cette époque, il représentait l'élu, ou comme un prophète. Pour nous aujourd'hui, pour les croyants, c'est lui qui, sans lui, on sera son peuple et ses proches et ses amis un peu perdus. Donc, dans le final, ça nous donne une conclusion, ce passage sur la partie de la croyance égyptienne et comment le roi, il était tellement sincère. Et d'ailleurs, j'ai dit qu'à chaque fois qu'on trouve moins de sincérité, il y a ce qu'on appelle les périodes de décadence qui coupe un peu la civilisation. C'est très intéressant ce que vous dites. Alors c'est très intéressant et j'aimerais bien assister vraiment à une visite du musée avec vous pour mieux comprendre sur place. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. De toute façon, on va en parler d'ici samedi prochain, tous les jours sur le Grand Musée. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Hazem Hachim. Je rappelle que vous êtes guide égyptologue et expert en tourisme. Merci beaucoup. Au revoir. Alors c'était une explication sur déjà ce qui a été préparé jusqu'à maintenant, ou bien jusqu'à aujourd'hui, pour l'inauguration officielle du Grand Musée du Caire, qui est prévu samedi prochain, le 1er novembre, et comme je viens de dire, avec la participation de beaucoup d'invités, c'est-à-dire de hauts responsables du monde, de grands artistes, de grands footballeurs, et je viens d'apprendre aussi que des invitations ont été envoyées à ces personnalités sur des papiers, du papyrus. Alors c'est très symbolique et c'est très important. Alors de toute façon, ne ratez pas cette chance de nous suivre, surtout samedi prochain pour vivre ces moments historiques, inoubliables de l'inauguration du Grand Musée du Caire. Alors à la semaine prochaine, à samedi prochain. Je vous remercie beaucoup. Très bonne journée. Au revoir.